je pense qu'il y a une forme d'ambiance de fin de règne. Les images que vous montriez tout à l'heure, y compris du socle commun, qui est censé quand même être à la base politique de ce gouvernement qui est en train de se déchirer. Je pense que c'est la conséquence d'une forme d'entêtement aujourd'hui du président de la République Emmanuel Macron à continuer à essayer d'imposer la même politique alors qu'elle a été largement rejetée par les Français, alors que 2 gouvernements ont déjà été censurés par l'Assemblée nationale et malgré tout, il continue à essayer de nous imposer cette même politique. Un gouvernement est annoncé ce soir, ou ce sera peut-être demain, la veille du discours de politique générale. Bon, vous l'attendez ? Enfin, ça serait peut-être bien qu'on passe à l'étape de la constitution du gouvernement et de la présentation concrète du projet de budget de M. Lecornu. Je crois que M. Lecornu a déjà battu le record du nombre de jours le plus important entre le moment où il est nommé Premier ministre et le moment où il constitue son gouvernement. Donc je pense que c'est important qu'on puisse maintenant regarder précisément quelles sont les propositions qu'il va mettre sur la table pour pouvoir se prononcer sur ce sujet. Vous la comprenez, cette méthode, malgré tout, vous venez de le rappeler, ça va faire 3 semaines. 3 semaines qu'on attend la nomination de ce gouvernement. Il voulait privilégier le quoi avant le qui, pour un résultat très incertain, puisqu'on nous annonçait ce soir, ça peut encore être demain. On est un peu perdu. Ah bah oui, je pense qu'il y a une forme d'ambiance de fin de règne. Les images que vous montriez tout à l'heure, y compris du socle commun, qui est censé quand même être à la base politique de ce gouvernement qui est en train de se déchirer. Je pense que c'est la conséquence d'une forme d'entêtement aujourd'hui du président de la République Emmanuel Macron à continuer à essayer d'imposer la même politique alors qu'elle a été largement rejetée par les Français, alors que 2 gouvernements ont déjà été censurés par l'Assemblée nationale et malgré tout, il continue à essayer de nous imposer cette même politique. Et Monsieur Lecornu a eu des premiers mots juste après sa nomination pour dire « j'ai entendu ce message ». Et je vais mettre en place des ruptures, c'est le terme qu'il a employé. Alors justement, on y va. Là, on voit que les propositions qui sont sur la table ne sont pas du tout des propositions de rupture. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une rupture avec ce qui s'est passé sur le 49.3 ? Absolument, il y a une rupture, c'est-à-dire qu'il s'est engagé, ça a surpris tout le monde vendredi, à ne pas utiliser le 49.3. Alors vous-même, vous disiez, tant qu'il ne renonce pas, gouvernement quel qu'il soit, à employer le 49.3, c'est même pas la peine de continuer effectivement à s'intéresser à ce qu'il fait. Donc, là, vous dites au moins, bah oui, il a bougé. Non, alors, il a bougé, évidemment, il a fait une annonce qu'il n'avait pas faite précédemment. Mais Madame Chabot, vous connaissez assez bien le fonctionnement de la vie politique française, et notamment le fonctionnement des débats parlementaires, pour savoir que même en se privant volontairement de l'article 49.3, le gouvernement dispose d'un certain nombre d'outils constitutionnels pour continuer à imposer sa politique et imposer son budget aux parlementaires. Quand vous dites ça à gauche, nous, on n'utilisera pas le 49.3... Attendez. Madame Chabot, si on est précis, moi j'ai jamais dit, c'est vrai que certains l'ont dit, Monsieur Faure, Monsieur Roussel, ont dit au gouvernement, si vous vous engagez à ne pas utiliser le 49.3, on s'engagera à ne pas censurer. Moi j'ai jamais fait cette annonce, parce que je savais bien que si le 49.3 n'était pas utilisé, ça ne changeait rien au problème. Ce que vous avez dit, il y a quelques jours, tout le monde pourra le retrouver, oui, allez-y. Vous brandiriez la censure en disant, mais le débat est inutile, puisque M. Lecornu n'a pas renoncé au 49.3. Ce sont vos mots. Oui, bien sûr. Il y a renoncé, donc le débat peut être utile. Mais le débat, il est toujours utile, Madame Martichoux. Mais est-ce qu'à la fin... Non mais attendez, est-ce qu'à la fin du processus parlementaire, le gouvernement s'engage à faire en sorte que ce soit les députés qui aient le dernier mot ? Le débat est inutile si il y a le 49.3. Il est utile. Est-ce que vous le laissez vivre jusqu'à la fin du délai ? Là, vous êtes en train de me demander si oui ou non on va proposer de censurer le gouvernement immédiatement. Je vous ai répondu oui tout à l'heure et je vous le confirme. Pourquoi ? Puisque le débat est utile. Mais parce que, regardez Madame Martichoux, si vous voulez avoir la réponse à la question que vous me posez. Je vous prends un exemple. Il existe dans la Constitution quelque chose qui s'appelle le vote bloqué. C'est-à-dire qu'au milieu du débat parlementaire, le gouvernement peut dire « Bon, je prends les amendements qui m'intéressent, les autres, je les balaye, et puis je propose aux députés de voter pour le paquet complet, le texte plus les amendements. » C'est-à-dire que l'ensemble des autres amendements que nous aurions déposés, par exemple, ne seraient pas examinés. Il existe dans notre Constitution le principe, il y a 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, et à la fin, il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Même si l'Assemblée nationale mettait en place, par exemple, le budget dont je rêve, imaginez, et ben à la fin, en commission mixte paritaire, dans lequel le socle commun est majoritaire, il pourrait réimposer le même budget que celui du gouvernement. Olivier. Donc vous voyez, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. À ceci près que tous les interlocuteurs qu'ont pu rencontrer Sébastien Lecornu ces dernières heures, il semblerait s'engager à ne pas jouer avec les articles de la Constitution. Il n'aura pas recours à 49.3, comme il s'engagerait à ne pas recourir aux autres recours qui lui permettraient des procédures accélérées. On ne va pas rentrer dans le détail des articles de la Constitution, mais on verra. Malgré tout, le fait de ne pas recourir à cet article 49 alinéa 3 vous offre une fenêtre de tir
intéressante politiquement. Ça vous permet d'avoir une surface politique dans l'hémicycle, de faire avancer certains sujets. Pourquoi ne pas profiter de ces fenêtres de tir-là ? Mais en fait, chaque année, depuis, moi personnellement, j'ai été élu à l'Assemblée nationale en 2022. Chaque année, je mène avec mes collègues le débat parlementaire. J'essaye de faire voter des amendements. D'ailleurs, l'année dernière, nous avions fait voter un certain nombre d'amendements. La taxe Zuckman, dont on a beaucoup parlé, nous l'avions fait voter l'année dernière à l'Assemblée nationale. Sauf qu'à la fin du processus, le gouvernement décide de s'asseoir sur les amendements qui ont été votés par une majorité des députés à l'Assemblée nationale. Précédemment, il le faisait en utilisant l'article 49.3. Et aujourd'hui, je ne le crois pas et je pense qu'il le fera. Vous n'avez aucune confiance, en fait, en la volonté de Sébastien Lecornu de faire vivre et donc d'avoir des parlementaires qui font le budget. Je pense que non, aucune. Je pense que c'est un. Tout le monde a compris. C'est un piège qu'il a tendu au Parti socialiste, qui s'était avancé en disant si vous vous engagez à ne pas utiliser le 49.3, ce qui était une erreur de dire ça, on s'engagera à ne pas censurer le gouvernement. Il leur tend le piège et maintenant le Parti socialiste est bien embêté. Voilà, tout le monde a compris la manœuvre politicienne qu'il y a derrière. Si on fait une petite... on va parler du Parti socialiste. C'est des naïfs, c'est des idiots utiles... Mais pourquoi vous voulez à tout prix que j'ai des propos désobligeants pour le Parti socialiste? Non, mais... ce ne serait pas la première fois. Mais, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon dit des petites choses aussi sur le Parti socialiste. Bon. Donc écoutez, ils sont naïfs, c'est les idiots utiles du macronisme, c'est des alliés de... Ils sont allés à Matignon, ils sont allés à Matignon. C'est des traîtres. J'ai suivi tout ça. Écoutez, le Parti socialiste, à 6 reprises cette année, a refusé de censurer le gouvernement de François Bayrou. Donc le Parti socialiste est comptable, d'un certain point de vue, du budget qui a été mis en place par François Bayrou. Ce matin, Olivier Faure donne une interview. Exactement. Dans nos colonnes, dans le Parisien aujourd'hui en France, Olivier Faure dit qu'on se déclare, c'est lui qui le dit, tout droit vers la censure. Vous comptez sur eux pour faire valider Moi, je souhaite que la motion de censure que nous allons déposer, donc normalement c'est mardi soir qu'elle devrait être examinée à l'issue du discours de politique générale du gouvernement, je souhaite qu'elle soit votée par une majorité de députés et donc avec évidemment par l'ensemble des députés de gauche, évidemment. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous avons proposé aux députés écologistes, aux députés communistes et même aux députés socialistes, vous voyez, de revenir en quelque sorte dans le camp de la raison et de la censure. Nous leur avons proposé de co-signer avec nous cette motion de censure. Vous lui parlez, Olivier Faure, vous avez évoqué là, je vous le dis, on leur a proposé, au Parti socialiste de co-déposer avec nous cette motion de censure. Ils ont dit quoi ? Pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse. Et j'ai cru lire dans votre interview du Parisien de ce matin que M. Faure, dans l'hypothèse où il devrait censurer, voulait déposer sa propre motion de censure. Et alors, de censure de division. Non. Moi, je de division. Pourquoi de division? Parce qu'on lui propose de signer une motion tous ensemble. Pourquoi il en dépose une à côté? Mais attendez, après, et pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Je sais pas, c'est à lui qu'il faut poser la question. Mais attendez, je vais pas polémiquer. Mais s'il la dépose, je vais vous pas polémiquer. S'il la dépose, on votera la nôtre et la sienne. Voilà. Et puis j'espère que lui, il fera pareil. Le problème, c'est qu'il faudrait par exemple que les députés du Rassemblement national votent aussi une motion de censure de la gauche pour que le gouvernement soit renversé. Mathématiquement, il faut qu'il y ait une majorité de députés, ça c'est vrai. Donc il faut que le Rassemblement national fasse alliance d'une certaine manière dans la censure avec vous. Non, c'est pas faire alliance, Madame Chabot. Je dis dans la censure, j'ai pas dit. Il faudrait qu'il y ait à la fois un vote de la motion de censure des députés de gauche et de l'ensemble des députés d'opposition, inclus les députés du Rassemblement national. Ça, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on serait d'accord sur le projet alternatif qu'il faudrait mettre en place dans ce pays. Vous allez libeller, vous allez formuler cette motion de façon à ce que le Rassemblement national puisse s'y associer. Nous, on décrit toujours les motions de censure en fonction de ce qu'on pense juste. Ensuite, le Rassemblement national prendra ses responsabilités. Là aussi, cette année, il a laissé passer le budget de M. Bayrou. Donc il est comptable, par exemple, des coupes qu'il y a eu dans un certain nombre de ministères. Il est comptable de l'augmentation du prix des abonnements sur le gaz et l'électricité qui était inclus dans le budget de M. Bayrou. Donc là, après, ça va être d'un certain point de vue un moment d'éclairage politique. Le Rassemblement national apparaîtra soit comme la béquille de la continuité de la politique macroniste en France, soit sera fidèle à la parole qu'il a donnée à ses électrices et à ses électeurs d'être un parti d'opposition. Même chose pour les socialistes, que vous direz. Oui, bien sûr. Soit censure, soit la béquille. Évidemment que tous ceux qui ne censureront pas le gouvernement cette semaine, ça veut dire qu'ils laisseront ou ils prendront le risque de laisser le gouvernement de M. Lecornu en place. Oui, c'est assez logique, ça. Le texte est déjà prêt? Vous avez déjà rédigé le texte de la motion? On avait proposé effectivement il y a une semaine à peu près aux autres groupes un texte de motion de censure. Ensuite, évidemment, il était indiscutable. Et depuis une semaine, il y a eu un certain nombre de nouvelles propositions. Parce que là, vous avez beaucoup insisté sur un peu l'esbrouf du 49.3. Mais ce qui est quand même important, c'est de savoir ce que M. Lecornu a l'intention de mettre en place sur le fond.
fond. Et là, je veux quand même vous dire que la plaisanterie est quand même totale. C'est-à-dire, monsieur Lecornu, qui a commencé en disant « je vais mettre en place des ruptures avec Emmanuel Macron », nous propose la prime Macron. C'est comme rupture avec Emmanuel Macron, c'est quand même assez amusant. La prime porte le nom de monsieur Macron. La prime Macron. La suppression d'une nouvelle tranche de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Je rappelle que les 2 premières tranches ont été supprimées par des gouvernements de monsieur Macron. La défiscalisation des heures supplémentaires, qui d'ailleurs sont déjà défiscalisées, qui est une proposition de monsieur Sarkozy. Bon, honnêtement, comme rupture... Il y a aussi des taxes sur les plus riches. Non. Il y a un an, vous m'auriez dit que pour Emmanuel Macron, c'était impensable. Madame Martichoux, franchement... On nous propose, il y a eu un grand débat depuis des semaines et des semaines sur la taxe qu'on a appelée la taxe Zuckman, qui visait à mettre à contribution les personnes qui disposent d'un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. Et on nous dit, là, on fait une sorte de bricolage par une micro-taxe qui rapporterait 500 millions d'euros parce qu'on exonère... Olivier. Si, 500 millions d'euros. C'est 1,5 milliard. Bah alors vous verrez. Mais moi, je vous dis que la recette estimée de la taxe de laquelle on exonère ce que eux appellent les biens professionnels, c'est une manière en fait Mais sur les holdings, pardon, mais c'est 1,5 milliard et c'est quand même un premier budget. Vous comptabilisez, si je peux me permettre, plusieurs mesures. Mais allez-y. Sébastien Lecornu fait que ses prédécesseurs n'ont pas fait sur un sujet, sur la taxation des revenus, du patrimoine des plus riches, des revenus financiers, des holdings familiales. Donc ça n'est pas rien quand même. Sur la justice fiscale et sociale, Sébastien Lecornu, il y a un certain nombre de points qu'il fait, qu'il essaie de vous donner. On a l'impression que quoi qu'il puisse faire, de toute façon, la France Insoumise et la gauche ne lui donnera aucun crédit et qu'il est condamné d'avance. Mais non, mais c'est pas quoi qu'il puisse faire, c'est que honnêtement, vous me parlez d'1,5 million en additionnant un certain nombre de mesures. 1,5 milliard. 1,5 milliard, pardon. Dans le même budget, si on n'a pas la version finale, mais en tout cas si on en croit les fuites qui sont dans la presse, il y a 7 milliards d'euros d'économies sur la santé, sur le gel des prestations sociales. Donc vous voyez bien l'équilibre entre les deux. Il y a 6 milliards pour les retraites et 5 milliards pour la santé aussi. Alors vous voyez, on va... Non, mais ça, pareil, madame. Enfin, après on va perdre peut-être un peu les gens là si on rentre dans les chiffres, mais faites attention quand vous évaluez des augmentations de postes budgétaires, si vous les ramenez pas à ce qu'on appelle l'augmentation des dépenses de santé, c'est-à-dire l'augmentation due à l'inflation. Donc en fait, c'est des baisses dans le budget de la santé qui sont prévues, c'est des baisses dans le budget de l'éducation nationale qui sont prévues, c'est un gel des prestations sociales qui est prévu, et l'équilibre entre des petits éléments, parce qu'il a compris qu'il fallait qu'il fasse semblant de donner un signal, et la réalité des sacrifices qui vont être demandés aux Françaises et aux Français est totalement du côté des sacrifices qui vont être demandés aux Françaises et aux Français.